Donc, bonsoir à tous. Je remercie Colette Pugnat et toute l'équipe de l'ESA pour leur invitation et pour vous présenter donc ce soir un cycle d'exposition dédié aux vivants et aux pensées écoféministes. Comme le veut la tradition féministe, je voudrais situer ma parole et donc me présenter à vous. Je m'appelle Julie Crène, je suis une femme cisgenre, blanche, occidentale, valide et donc oreilles. Je suis née en 1982 à Brest, en France, dans un milieu économiquement modeste. Je vis avec un homme cisgenre, blanc, occidental, depuis 20 ans. Nous habitons en milieu rural dans le Cotentin. Nous sommes locataires. Il est paysan. Cette information n'est pas anodine. Sa vie, son travail, sa propre pensée du vivant infuse dans mon quotidien ma pensée et ma manière d'agir dans mon lieu. Je suis docteur en histoire de l'art, critique d'art et commissaire d'exposition, et je suis indépendante. Je suis féministe intersectionnelle, je ne suis pas une théoricienne. Je me nourris des pensées des autres pour construire ma propre recherche. Je me nourris non seulement des théoriciens et des théoriciennes, mais aussi des artistes que j'accompagne et qui m'accompagnent dans cette recherche au long cours. Je ne suis pas une spécialiste du mouvement écoféministe, j'y suis profondément attachée du point de vue de mon expérience personnelle, de ma sensibilité et de mes engagements. Il me paraît important, en tant qu'historienne de l'art et commissaire d'exposition, de réunir et de rendre visibles des pratiques artistiques, écoféministes ou alliées, pour que, par l'œuvre, par l'exposition, une rencontre soit possible. De mon point de vue, l'espace d'exposition est un lieu politique au sein duquel cette rencontre, ce dialogue, ce débat et ces questionnements doivent pouvoir être concrétisés et formulés. J'ai rencontré les courants de pensée écoféministes vers 2005, alors que j'ai été étudiante en master histoire et critique de l'art contemporain à l'université Rennes 2 en Bretagne. À ce moment-là, j'étais plongée dans une recherche à propos de l'œuvre et de la vie de Frida Kahlo. Lorsque j'ai commencé à lire des articles rédigés par des historiennes de l'art et des théoriciennes féministes américaines à propos de l'œuvre de Frida Kahlo, j'ai lu un texte de Gloria Orenstein, un texte intitulé Frida Kahlo, Painting for Miracles, publié dans le Feminist Art Journal en 1973. Gloria Orenstein est l'une des premières critiques d'art à mener une analyse féministe de l'œuvre de Frida Kahlo et à la relier au courant écoféministe. Gloria Orenstein est américaine, elle est née en 1938, elle est critique d'art, spécialiste à la fois du surréalisme, notamment des femmes artistes dans le mouvement surréaliste, et de l'écoféminisme dans l'art. Elle publie en 1990 deux livres, l'un intitulé je parle super mal anglais, je suis désolée, Reviewing the World, The Emergence of Ecofeminism, et un deuxième livre intitulé The Reflowering of the Goddess. Ces écrits m'ont amené à vouloir en savoir plus à propos de l'écoféminisme. Les premières lectures, et je le dis très sincèrement, ne m'ont pas vraiment touchée. En tant que féministe matérialiste en formation, je l'ai trouvée trop essentialiste. L'autrice y parle du féminin, de la figure maternelle, de la puissance vitale, des mythologies cosmiques féminines ou encore du lien présupposé puissant entre les femmes et ce qu'on appelle la nature. Ce lien indéfectible entre les femmes et la nature m'ennuyait à ce moment de ma construction critique. Si j'ai poursuivi mes lectures d'une manière ponctuelle, c'est véritablement la publication de deux ouvrages spécifiques qui m'ont permis de me positionner dans ce mouvement écoféministe. D'abord, Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive de Silvia Federici. Je fais juste une petite pause. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner une bibliographie à la fin de la conférence. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous poser trop la question de l'orthographe des noms et des titres d'ouvrages. Donc, de Silvia Federici, donc, qui est autrice, chercheuse et militante féministe américaine, publiée aux éditions Entremonde en 2014. Et je précise que l'ouvrage en anglais a été traduit, a initialement été publié en 2004. Donc la traduction française est arrivée 10 ans plus tard. Silvia Federici y mène une analyse croisée importante entre l'histoire des femmes et notamment le massacre des sorcières en Europe, l'esclavage et les fondements du capitalisme. À propos de sa relecture critique d'une période historique cruciale qui se situe entre le XVIe et le XVIIe siècle, elle écrit Pardon, je suis un petit peu... Si ma lecture de la chasse aux sorcières est juste, une autre analyse historique devient possible, par laquelle les esclaves africains, africaines et les paysans, paysannes expropriés d'Afrique et d'Amérique latine
et la population autochtone massacrée d'Amérique du Nord, deviennent toutes et tous des parents-parentes des sorcières européennes du XVIe et du XVIIe siècle qui, comme elles et eux, se sont vus retirer leurs terres communales, ont connu la faim provoquée par le passage de la culture commerciale et ont été persécutés par leur résistance considérée comme le signe d'un acte diabolique. Donc, c'est un extrait de son ouvrage « Une guerre mondiale contre les femmes » publié cette année aux éditions La Fabrique. Ensuite, donc, un deuxième ouvrage qui m'a vraiment marqué et qui continue à beaucoup nourrir mes recherches, la traduction française de Rêver l'obscur de Starhawk. Donc, Starhawk, qui est sorcière, autrice et militante écoféministe américaine. L'ouvrage publié par les formidables éditions Cambourakis dans la collection Sorcières en 2015 a été pour moi donc un ouvrage initiatique. Et je précise que l'ouvrage en anglais a été initialement publié l'année de ma naissance, en 1982. Si je précise les dates de parution et les dates de traduction francophone, c'est pour souligner le retard que nous avons pris vis-à-vis d'écrits majeurs inscrits dans les mouvements féministes et écoféministes. Donc, je parle toujours de courants de pensée écoféministes au pluriel, car depuis les années 1970, selon les continents, selon les cultures, les combats, les corps et les croyances, l'écoféminisme s'ouvre en direction plurielle. Il peut être mystique, décolonial, queer, vegan, sorcière, wicca et bien d'autres encore. L'écoféminisme crée une alliance étrange entre les matérialistes, les essentialistes et les spiritualistes, car ces actrices et ces acteurs portent une même lutte, à savoir en finir avec l'hétéropatriarchie capitaliste, le despotisme néolibéral et les idéologies qui servent les oppressions, qui justifient les violences et la destruction. En finir avec ces puissants moteurs de destruction, de guerre, d'exploitation, de colonisation, de viol, d'épuisement, de meurtre, non seulement des femmes, mais aussi des corps que les dominants et les dominantes se plaisent à nommer les minorités, et par conséquent du vivant dans son ensemble. En finir aussi avec une pensée collective qui réduit la nature à une simple ressource dont les humains et les humaines pourraient disposer à volonté. Donc voici une citation d'un texte de Johanna Macy, qui est militante écologiste, spécialiste de l'écologie profonde, d'un texte qui s'intitule « Agir avec le désespoir environnemental » à propos des sentiments de peur, de colère et de tristesse que nous pouvons ressentir face à l'inéluctable catastrophe écologique et de l'extinction du vivant. Et donc, elle écrit « Personne n'est exempt de cette tristesse, pas plus que personne ne peut exister seul et pour soi dans l'espace vide. Nous sommes inséparables des courants de matière, d'énergie et d'information qui circulent à travers nous et nous soutiennent en tant que système ouvert et interconnecté. Nous ne sommes pas coupés du reste du monde, nous en formons plutôt une partie intégrante, comme les cellules d'un corps plus vaste. Lorsqu'une partie de ce corps est traumatisée par les souffrances de ses semblables, par le pillage de notre planète et même par l'atteinte aux générations futures, nous ressentons également ce traumatisme. Lorsque le système plus grand tombe malade, comme cela se produit à l'époque actuelle de l'exploitation et de la technologie nucléaire, la perturbation que nous ressentons à un niveau semi-conscient est aiguë, comme des pics de douleur dans un organisme malade. Ils servent un but positif. Ce sont des signaux d'alarme. Beaucoup de personnes, conditionnées à prendre uniquement au sérieux les sentiments ayant trait à notre bien-être immédiat, trouvent étrange d'imaginer que nous puissions souffrir au nom de la société en général, ainsi qu'au nom de notre planète, et que cette souffrance soit réelle, légitime et saine. Johanna Macy parle ici de compassion, au sens de souffrir avec, d'attention et d'empathie. Les vocabulaires, les rituels, les actions ne sont pas les mêmes selon les courants, mais ces courants contraires partagent une lutte et forment un corps commun hétéroclite. C'est à mon sens ce qui rend l'écoféminisme donc un mouvement passionnant, car il est dense, complexe, paradoxal et extrêmement réjouissant. Réjouissant au sens où les activistes écoféministes, les penseurs et les penseuses nourrissent des réflexions et des actions où chaque fois le vivant est célébré, il et elle partagent une lutte dans la colère, le soin et la joie. Afin de situer davantage ma parole et mon positionnement, je voudrais préciser que je ne parle pas de l'homme avec un grand H, mais des humaines et des humains, voire des terrestres, pour parler de l'ensemble des êtres vivants sur la planète Terre. Après tout, l'humain, l'humaine est un animal comme un autre. On peut raisonnablement se demander pourquoi continuer à séparer les communautés. C'est une question ouverte. Je ne parle pas non plus de la femme,
pour moi, c'est un groupe de musique. Car je n'ai jamais compris pourquoi on évoque les femmes au singulier. On l'invoque et on convoque donc la femme. Je ne sais pas qui est la femme, bien qu'ici, je crois, plusieurs d'entre nous, nous sommes des femmes. Je ne réduis pas les combats féministes et écoféministes aux femmes. Ma réflexion et mes engagements sont intersectionnels, car je pense sincèrement que c'est en croisant les luttes que nos paroles et nos actions s'inscrivent dans le soin, l'inclusivité et le collectif. À mon sens, parler uniquement des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est l'arbre qui cache la forêt des luttes. Lorsqu'on ne parle que des hommes et des femmes, on ne parle pas de racisme, on ne parle pas de classisme, on ne parle pas de transphobie, on ne parle pas de LGBTQIA+, phobie au pluriel, de capacitisme, de grossophobie et encore moins d'écologie. C'est aussi ce qui m'interpelle dans l'écoféminisme, donc c'est la convergence de lutte au pluriel qui permet la dénonciation et la trop lente transformation des systèmes d'oppression et de domination du vivant. Je n'emploie pas non plus le terme de nature, qui est depuis bien trop longtemps une construction de la pensée moderne occidentale pour placer les humaines et les humains en position extérieure et donc forcément supérieure vis-à-vis du vivant. La nature, en tant que concept, est un territoire à exploiter, à détruire, à remodeler, à coloniser, un territoire à dominer pour l'enrichissement des plus puissants et des plus puissantes. Un territoire réduit à une seule ressource, opposé à celui de culture, le concept de nature autorise cette destruction, le contrôle, le pouvoir et l'organisation hiérarchisée du vivant. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes et les personnes racisées ont été reléguées au territoire de la nature. Elles ont été séparées de l'humanité à coup d'assignation afin d'être exploitées, violées, silenciées, objectifiées, invisibilisées, au même titre que les animaux, les plantes, les sols ou les océans. Donc je m'inscris dans un mouvement de pensée écologique féministe et décoloniale où le vivant est pensé dans son ensemble, dans ses interdépendances, dans ses besoins et dans ses réinventions permanentes. C'est en ce sens que le pouvoir du dedans, tel qu'il est formulé par Starhawk, m'interpelle. Voilà. Est-ce que je parle trop vite? Un peu, donc il faut que je me déstresse. Je respire. Donc je vous cite une citation de Starhawk. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du mot pouvoir, qui vient du latin populaire podere, être capable. Oui, le pouvoir du dedans et le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre. Le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre. En citant Starhawk, j'en reviens aux sorciers et aux sorcières, à leur histoire et à leur actualité à travers le monde. Elles et ils forment une communauté active et puissante. Il y a quelques semaines, j'ai commencé la lecture du dernier ouvrage de Silvia Federici, Une guerre mondiale contre les femmes, des chasses aux sorcières au féminicide, paru aux éditions La Fabrique, donc cette année. Elle établit des liens entre les chasses aux sorcières historiques, en Europe principalement, avec les chasses aux sorcières actuelles en Inde, dans plusieurs pays du continent africain et bien d'autres pays encore. Une histoire et une actualité qui devraient être écrites, visibilisées et transmises. Dans l'introduction de son ouvrage, elle écrit « Aucune journée de commémoration n'a été introduite dans les calendriers d'Europe pour nous rappeler les massacres des sorcières. Au contraire, dans certains pays, leur exécution sur le bûcher est entrée dans la culture populaire, comme le montre la chanson chantée chaque année au feu de la Saint-Jean au Danemark. Pour cette raison, on ne peut laisser l'histoire aux sorcières ensevelie dans le silence, à moins de souhaiter que leur destin se répète, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses régions du monde. Je me suis intéressée aux démarches d'artistes s'inscrivant d'une manière ou d'une autre dans ce mouvement écoféministe, donc se réclamant d'une réappropriation des corps, des savoirs, des représentations, des rituels, des histoires et des paroles sorcières. Donc, j'ai pu présenter en 2018 une première exposition au Centre d'art La Traverse à Alfortville, donc en banlieue parisienne, une exposition intitulée White Blood and Blue Night. Le titre de l'exposition est emprunté à une chanson de Coco Rosie qui est intitulée Lost Girls, qui a été diffusée pour la première fois en 2015 et qui fait référence à la sororité et aux sorcières.
L'exposition reposait sur le principe de reclaim, la réclamation, la revendication personnelle et ou collective des droits fondamentaux. Émilie H., qui est une théoricienne écoféministe, écrit « Il ne s'agit pas de revenir ni à une nature originelle, ni à une féminité éternelle, ni d'aucun retour, à ce mouvement étant par définition impossible, mais de se réapproprier, donc reclaim, le concept de nature comme nos liens avec la réalité qu'il désigne. Si l'on devait choisir un geste, un mot capable d'attraper, de nommer, ce que font les écoféministes, ce serait reclaim. Il signifie tout à la fois réhabiliter et se réapproprier quelque chose de détruit, de dévalorisé, et de modifier comme être modifié par cette réappropriation. Il n'y a ici, encore une fois, aucune idée de retour en arrière, mais bien plutôt celle de réparation, de régénération et d'invention, ici et maintenant. Les sorciers et les sorcières portent une histoire à la fois extrêmement violente, puisqu'ils et elles ont été les victimes d'une extermination massive entre le XVe et le XVIIe siècle. Ils et elles sont de véritables figures politiques inscrites et inscrites dans une histoire, une mémoire collective, ainsi que des réalités actuelles. La sorcière était la communiste et la terroriste de son temps, qui exigeait une campagne civilisatrice pour produire la nouvelle subjectivité et la nouvelle division sexuelle du travail, sur lesquelles reposait la discipline du travail capitaliste. Les chasses aux sorcières sont le moyen qui a été trouvé pour inculquer aux femmes d'Europe leurs nouvelles tâches sociales, tandis qu'une défaite massive était infligée aux classes populaires européennes qui devaient éprouver le pouvoir de l'État pour abandonner toute forme de résistance à son autorité. Sur les bûchers, ce n'est pas seulement le corps des sorcières qui était détruit, c'est tout un monde de rapports sociaux qui avait été la base du pouvoir social des femmes et un vaste savoir que les femmes s'étaient transmis de mère en fille depuis des générations. La connaissance des herbes, des moyens de contraception, des abortifs, de la magie à employer pour obtenir l'amour des hommes. C'est ce qui brûlait sur les places de tous les villages au moment de l'extinction des femmes accusées, exhibées dans l'état le plus sordide, entravées avec des chaînes et livrées au feu. Quand on multiplie en pensée cette scène par des milliers, on commence à comprendre que ce que la chasse aux sorcières a signifié pour l'Europe, sous l'angle de ses causes, mais aussi de ses effets. Donc, c'est un nouvel extrait du livre de Silvia Federici que je vous recommande chaudement. Donc, l'exposition White Blood and Blue Night réunissait des artistes sorciers et sorcières. Je pense notamment à Mélanie Lecointe, qui, entre-temps, est devenue Pistil Paeonia, donc qui est une sorcière et une artiste. Et j'aurai l'occasion de vous parler de sa pratique dans les prochaines minutes à l'occasion d'une autre présentation d'une autre exposition. Je pense aussi à Burle Siwani, une artiste sud-africaine qui, par son héritage familial et culturel, injecte ses savoirs sorcières au creux de performances et d'installations, habitées par ses engagements spirituels et féministes envers les vivants et les vivantes et envers les morts et les mortes. L'exposition réunissait aussi des artistes qui travaillent à une réhabilitation féministe et critique de l'histoire des sorciers et des sorcières, que ce soit par l'iconographie, comme Giulia Andreani, Jean-Luc Vernat ou encore Agathe Pittier, par la visibilisation des noms, avec par exemple une œuvre de Pascal Lièvre, ou aussi par l'engagement des corps avec Sarah Trouche, Scal ou Myriam Mindou. Donc, c'est dans la continuité de cette première exposition et des lectures complémentaires d'ouvrages écoféministes que j'ai souhaité présenter au Transpalette, donc le Centre d'art contemporain de Bourges, où je suis commissaire associée depuis maintenant 3 ans, je crois, une exposition collective intitulée « Even the Rocks Reach Out to Kiss You ». Donc, si l'exposition d'Alfortville se concentrait d'une manière spécifique sur les sorciers et les sorcières historiques et contemporaines, l'exposition de Bourges représente une tentative de réunion de démarches, d'œuvres et de pensées en accord avec l'histoire et l'actualité des pensées écoféministes internationales. Le titre de l'exposition est emprunté à Hélène Greenshaw, qui a publié un poème dans la revue Women's Spirit, le numéro de l'équinoxe d'automne 1974, une revue que j'ai trouvée alors que j'étais en train de mener donc cette recherche à propos de l'œuvre de Frida Kahlo. Tout semble donc fonctionner, en tout cas pour moi, d'une manière circulaire. Si j'avais envisagé l'exposition d'Alfortville comme un cercle où étaient réunis les différents et différentes artistes invités,
un cercle pour conjurer les peurs et les violences, un cercle pour faire jaillir le pouvoir du dedans. À Bourges, je me suis appuyée sur une autre image, une autre métaphore, celle d'un temple écoféministe, un temple possible pour la déesse, synonyme du vivant dans la pensée de Starhawk. Le Transpalette est ainsi devenu, d'une manière temporaire, l'architecture du temple qui abrite d'une manière à l'époque confinée, puisque l'exposition n'a été malheureusement ouverte que 15 jours, les œuvres d'artistes profondément inscrits et inscrites dans une pensée collective du vivant et des engagements écoféministes. Donc, par manque de temps, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous présenter toutes les œuvres exposées. Donc, j'ai fait une sélection pour vous. Donc, d'abord, la première œuvre de l'exposition, donc une œuvre de Nadja Verena Marcin. Donc, c'est la photographie que vous voyez tout là-haut. La photographie est donc un autoportrait de l'artiste, habillée à la manière d'une guerrière Jedi, donc en référence à Star Wars, armée d'un cactus. Son corps, à la fois vulnérable et déterminé par la résistance, se dresse en mode défensif devant le fort de Samaipata en Bolivie. Il s'agit d'un site pré-incaïque, dédié aux fêtes et aux cérémonies religieuses qui aujourd'hui est classé au patrimoine de l'humanité. Le site a perdu donc sa fonction spirituelle au profit de recherches scientifiques et d'une économie touristique. Voici ce que l'artiste écrit à propos du site. Les hommes boliviens d'origine indigène sont fiers de servir de gardiens d'un site qui n'est plus le leur, contraint par les normes et les exercices de la conservation mondiale. Le site reste une métaphore de la façon dont nous vivons le monde moderne, stérilisé par la distance, avec des manifestations extraterrestres, d'images à l'intérieur de l'éther numérique. Ne représentant que des demi-vérités, la sensation de toucher la surface est rendue impossible. Avec elle, les matériaux naturels et organiques dont nous sommes faits sont également oubliés. Donc, je souhaitais commencer que l'exposition s'ouvre avec cette œuvre qui réunit déjà de nombreuses préoccupations écoféministes, à savoir la non-violence, la résistance, la colonisation de territoires autochtones, la silenciation de pratiques spirituelles ancestrales, la dénonciation des dégâts que provoque par exemple le tourisme de masse. L'exposition réunissait aussi plusieurs œuvres de Suzanne Husky. Donc, une installation au sol apparaît, donc c'est l'image ici, apparaît comme l'image métaphorique d'un temple écoféministe au sein duquel le vivant est célébré. Un long serpent en céramique forme un cercle vital où sont positionnés les 4 éléments et les 4 points cardinaux. Suzanne Husky précise que l'œuvre, et je la cite, réfléchit à ce à quoi pourrait ressembler un temple néo-païen qui célèbre la connectivité de tous les vivants. Celui qui est présenté là est une esquisse, un début, un pas symbolique et réel. Il est circulaire, sans hiérarchie donc, aligné avec les points cardinaux de la Terre. Il est un lieu pour célébrer solstice, équinoxe et autres cycles que si nous ressentions, nous appartiendrions mieux, ça c'est ma dyslexie, mieux à la Terre. Juste derrière l'œuvre de Suzanne Husky, au mur, une autre œuvre de Suzanne Husky, une tapisserie, qui est intitulée « Euro War Rug », qui rend hommage aux zadistes et plus particulièrement à Rémi Fraisse, militant écologiste tué par la police le 26 octobre 2014 alors qu'il luttait contre le projet du barrage de Sirvins dans le Tarn. Pistil Paeonia, donc qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une artiste et une sorcière qui vit dans la forêt dans le Limousin en France. Sa pratique artistique articule toutes les facettes de ses engagements. Elle dessine, réalise des œuvres en vitrail, réalise des rituels, seule ou d'une manière collective. Elle soigne et elle initie. Pistil Paeonia s'inscrit dans le sillage de celui de Starhawk, donc du reclaim, de la perpétuation de savoirs ancestraux et de leur transmission. Dans le Transpalette, elle a initié un groupe de personnes au rituel de la gardienne serpent, une gardienne profondément enfouie dans les entrailles de la terre, que collectivement, Yel ont nommé et appelé pour faire jaillir des mémoires enfouies et pour régénérer les corps. Les vestiges du rituel ont été présentés dans le centre d'art. Donc, vous voyez un cercle de terre, un chaudron, des objets apportés par les participants et les participantes du rituel, des branches d'arbres, des pierres ou encore une mue de serpent. Juste à côté, l'entité Lundi Grand Pré, donc c'est une entité artistique formée de plusieurs artistes, présente 3 affiches photographiques alliant des images participant du mouvement écosexuel à des slogans féministes, écologistes et anticapitalistes. Yel présente aussi un ensemble de bandanas de la série Bandanatomique,
Les carrés de tissu colorés sont sérigraphiés de motifs à la fois végétaux et gynécologiques afin de rendre visible un savoir oublié, celui d'une autonomie gynécologique grâce à l'utilisation des plantes à des fins calmantes, abortives, lubrifiantes, etc. L'écosexualité est devenue un des fils conducteurs de l'exposition, puisqu'il était possible aussi de voir un film de Zheng Bo qui a filmé des hommes dans une forêt de fougères géantes située à Taïwan. Donc, Zheng Bo est un artiste taïwanais qui vit et travaille à Berlin, en Allemagne. Donc, on y voit des hommes nus qui caressent les branches, les feuilles, le sol, les racines ou encore la terre. Ils activent ainsi différentes pratiques sexuelles et amoureuses avec le vivant. Ces pratiques amoureuses sont également présentes dans le projet de vie d'Annie Sprinkle et Beth Stevens, toutes deux pionnières du mouvement écosexe. Donc, Annie Sprinkle est une ancienne stripteaseuse et une ancienne actrice porno. Elle est artiste, performeuse et militante féministe. Beth Stevens est chercheuse, artiste et militante féministe. Elles se définissent depuis 2008 comme artistes écosexuelles amoureuses. Elles prônent l'amour de la terre avec un grand T, et qui n'est donc pas notre mère, mais bien notre amante. Une amante dont nous devons prendre soin et dont nous devons protéger, comprendre et aimer. Lors de différentes cérémonies, Annie Sprinkle et Beth Stevens se sont ainsi liées sous la forme de mariage avec la lune, avec l'océan, les sols, la forêt ou encore le soleil. Elles organisent des ateliers écosexes, des manifestations, des performances. Elles réalisent aussi des films et écrivent des textes pour diffuser leur militantisme amoureux. Au Transpalette était présentée une infime partie de leurs archives, ainsi que le film Water Makes Us Wet, un documentaire performance road movie réalisé en 2017, auquel nous avons pu, à l'occasion de l'exposition, ajouter un sous-titrage en français. Un film pour lequel les deux artistes ont traversé la Californie pour aller à la rencontre d'artistes, d'activistes écologistes, ou encore de scientifiques et d'universitaires pour discuter collectivement de la question de l'eau en Californie, son gaspillage, son extraction, sa privatisation et donc sa disparition. En dialogue avec les œuvres et les archives d'Annie Sprinkle et de Beth Stevens, Anya Rodado, qui est une artiste colombienne qui vit et travaille à Paris, présentait dans le Transpalette la crème à voler, donc une émulsion qui fait partie intégrante d'un projet intitulé Against Witchwashing. La crème fait partie d'un dispositif technique performatif et était accompagnée du manifeste, du Against Witchwashing, et qui était en libre distribution dans l'exposition et qui surgissait aussi d'une manière musicale et chantée dans l'ascenseur du centre d'art. À propos donc de la crème à voler, Anyara Rodado écrit, et donc je la cite, « Parmi les ingrédients, tu trouves un mélange de plantes qui stimule la microcirculation, des hydratantes, des aphrodisiaques et du bois sacré pour déloger les mauvais esprits. Il est important de préciser que l'émulsion est faite avec des ondes sonores et non pas avec des tensioactives. La crème à voler est une préparation pour études sauvages et amoureuses sur les vagins sujets à sécheresse, appliquée le matin après la douche et le soir avant de se coucher pendant 21 jours consécutifs, en dehors de saignements menstruels, s'il y en a. » Fin de la citation. La formulation et la préparation de la crème à voler est le fruit d'une collaboration entre Anyara Rodado et la société Génialis, située dans la région Centre-Val de Loire, donc la région où se situe le Transpalette. Parmi les nombreux ingrédients, on y trouve de la vanille, du safran, de l'aquilée millefeuille, de la myrte ou encore de la rose. Mais il y en a beaucoup d'autres. La crème à voler a pu être activée, et oui, lors du week-end d'inauguration de l'exposition. Pendant 3 jours, une personne à la fois, un visiteur ou une visiteuse de l'exposition, pouvait entrer dans une cabine à l'intérieur de laquelle se trouvait une autre cabine en cuivre. La personne devait, si elle le souhaitait, se déshabiller, appliquer la crème à voler sur ses parties génitales ou ailleurs, entrer dans la cabine en cuivre pour plonger le bas de son corps dans des fumigations végétales. L'expérience physique, sensorielle et spirituelle peut mener à un orgasme ou à différentes formes d'extase et donc à voler. À l'étage supérieur de l'exposition, là c'est des vues de la fameuse cabine qui, contrairement à toute attente, a bien fonctionné. Moi, je pensais que les gens allaient être assez timides, et non. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience.
Donc, à l'étage supérieur de l'exposition, Balthazar Eich présentait un film et deux sculptures, deux prototypes d'un godemiché intitulé La Sauvagerie. Objet fonctionnel et sculpture, la sauvagerie concrétise visuellement et matériellement, et aussi physiquement, l'animal totem de l'artiste, à savoir le sanglier. Animal que nous retrouvons dans la vidéo performance intitulée Aufferta au Guillot, une offrande à la rivière nommée le Guillot, située dans l'arrière-pays niçois. On y voit l'artiste avancer dans la rivière, il tient dans ses mains un marcassin mort. La marche pensée, je précise qu'il n'a pas tué l'animal. La marche pensée comme une procession se termine par une plongée de l'artiste et du marcassin dans une eau gelée. À côté de l'écran par lequel était diffusée l'œuvre vidéo de Balthazar Eich, nous rencontrions une photographie de Sanjiyan Paleacci, j'ai tellement l'habitude de dire Sanjiyan Paleacci. Depuis 2015, j'accompagne donc de nombreux artistes réunionnais et réunionnaises, un accompagnement qui se fait par l'écriture de textes et aussi d'expositions. Il m'était donc impossible de penser l'exposition à Bourges sans inviter deux artistes réunionnais et réunionnaises, donc Sanjiyan Paleacci, qui, sous la forme d'une résidence d'un mois à Bourges, a réalisé une image à la fois inédite et située pour le Transpalette. À La Réunion, il a réalisé une série de portraits photographiques intitulée Véli, qui signifie gardien ou gardienne, où chaque portrait établit une relation spécifique entre un être humain et un lieu qu'il ou elle protège. Le premier portrait est donc celui d'Emma Diorio, également artiste à La Réunion, féministe et queer. Elle se présente en être végétal à Bassalon et à Bourges. Sanji a demandé à Éric Noulette, qui est l'un des fondateurs de l'association Entrepôt et du Transpalette, de bien vouloir incarner le gardien des marais du Berry. Donc Éric Noulette apparaît dans l'eau, je précise gelée. Son corps est augmenté de colliers de feuilles de lierre récoltées par Sanji dans le marais du Berry. J'ai aussi invité donc Emma Diorio, qui apparaît dans une des photographies de Sanji. Elle présentait dans l'exposition 4 peintures sur papier. Il s'agit d'une nouvelle série qui présente des femmes créoles en fusion avec le vivant, femmes volcan, femmes cascades, femmes océan, femmes terre. Depuis donc quelques années, Emma Diorio dessine, peint et tatoue des corps de femmes. Son œuvre et ses engagements militants s'inscrivent dans une mouvance décoloniale d'empowerment non seulement des femmes, mais plus spécifiquement des femmes créoles et de la communauté queer à La Réunion. L'exposition de Bourges constitue un socle à partir duquel sont pensées d'autres expositions en lien avec l'écoféminisme et plus largement avec les pensées du vivant. Donc, Even the Rocks Reach Out to Kiss You s'est prolongé en 2 expositions entre 2021 et 2022. L'une au Centre d'art contemporain de la COU. Ah, je vais trop vite. Pardon pour la personne qui écrit le message. Je vais boire un verre d'eau et je vais respirer. Il fallait m'interrompre avant. Est-ce que tu peux? Merci. Donc, l'une au Centre d'art contemporain de la COU. Donc, la COU, c'est situé dans la montagne à côté de Lyon, intitulée « Redevenir autochtone ». L'autre, qui est actuellement en montage à l'Artothèque de Saint-Denis, donc ici, intitulée « Mutual Corps ». Et cette exposition fait partie du programme Hors les murs du FRAC Réunion, qui est malheureusement fermé pour cause de travaux jusqu'en 2023. Donc, je vais maintenant vous présenter l'exposition Redevenir autochtone. Donc, Vidia Gastaldon, artiste et membre de l'équipe du Centre d'art de la COU, m'a invité à imaginer un prolongement de l'exposition de Bourges. Elle participait elle-même à l'exposition Even the Rocks. J'avais déjà en tête de réunir à nouveau Marinette Cueco, Pistil Paeonia et Suzanne Husky. Le trio est devenu un quatuor, car durant le premier confinement, j'ai rencontré les images, des dessins et des broderies d'Anna Zemankova, une artiste tchèque affiliée à l'Art Brut. Redevenir autochtone, le titre de l'exposition. Maintenant, je ne sais plus comment parler, à quel rythme. Le titre de l'exposition est emprunté encore une fois à Starhawk,
qui, dans son texte intitulé « Quel monde voulons-nous ?», pose un ensemble de questions essentielles. Elle parle de l'écosystème duquel nous ne sommes pas séparés. Elle manifeste un besoin, celui de redevenir autochtone, pour parvenir à une plus grande conscience de cet attachement, des lieux que nous habitons, du monde que nous souhaitons mettre en œuvre. Elle parle de ses marches dans les collines de Casadero en Californie, de sa connaissance de la flore et de la faune dans cet endroit. Et je la cite, parce que je... Est-ce que je... Non, je vous ai pas mis la citation, pardon. Parce que je sais ces choses à propos de ma terre, je peux marcher dans toutes les forêts dont les arbres sont autres et comprendre quelque chose à propos des relations qui s'y poursuivent. Je sais reconnaître la santé, le stress et la guérison. Je sais ce qu'ils font ressentir et cela rend mes interventions plus intelligentes. Les mythes et les cérémonies autochtones traduisent des milliers d'années d'observations scrupuleuses, codées par des chants, des récits, des rituels, qui nous disent quelles choses devraient se passer et comment. Fin de la citation. Starhawk nous invite à redevenir des autochtones qui vivent, reconnaissent et comprennent leurs habitats. À la coup, donc 4 artistes présentent leurs œuvres. Depuis les années 1970, Marinette Koueko, qui est née en 1934, développe un travail de sculpture à partir de matériaux récoltés dans son jardin ou lors de ses promenades à pied. Donc elle récolte de la terre, les pierres, les tiges, les feuillages, racines, fleurs, ardoises, mousses, etc. Les matériaux résultent d'une pratique de la cueillette. Elle adopte des gestes simples, nouer, tresser, ligoter, tricoter, recouvrir, coller, assembler. C'est au début des années 1990 que l'artiste débute ses herbiers qu'elle nomme des herbailles. Sur des feuilles de papier de différents formats, rectangles ou carrés, elle colle des feuilles, les fleurs, les baies, les tiges d'une véritable collection végétale. À l'intérieur de cette collection infinie, Marinette Koueko établit des catégories. Elle identifie chaque espèce végétale et publie des ouvrages qui les répertorient en fonction des lieux où ont eu lieu les cueillettes. Donc, il y a par exemple les herbes de la Saint-Jean, un ensemble de plantes médicinales identifiées sur les châteaux sculptés de l'abbaye de la Saint-Jean des Vignes à Soissons. On y trouve aussi les plantes du jardin du docteur Gachet, donc des plantes médicinales. Il y a aussi les pétales de consolation, un herbier de pétales construit comme un poème ou une lettre d'amour dédiée à Henri Koueko, donc qui était aussi artiste, et donc son mari. À la cour, un espace était dédié donc aux herbiers de Marinette Koueko. Voilà. L'idée était de les réunir à la fois au mur pour les grands et les moyens formats, pour créer un panorama végétal, ainsi qu'une table socle donc au centre de l'espace qui rassemblait les pétales de consolation et donc ces poèmes d'amour végétaux. Donc c'est toujours Marinette Koueko. Dans un autre espace étaient présentés les dessins floraux d'Anna Zemenkova. Donc Anna Zemenkova, elle est née en 1908 et elle est décédée en 1986 en République tchèque. Donc, elle commence à peindre à 17 ans. Elle copie des images de paysages imprimés sur des cartes postales. Plus tard, elle va renoncer à ses aspirations artistiques au profit d'études médicales. Dès 1928, elle travaille pour un cabinet dentaire. Puis 3 ans plus tard, elle ouvrira son propre cabinet. Elle se marie en 1933. Si elle continuait à peindre comme un loisir, elle a décidé de tout arrêter pour se consacrer à plein temps pour sa famille. C'est à la fin des années 1950, donc 40 années plus tard, 20 années plus tard, qu'elle revient vers le dessin, la peinture et la broderie. Assise à la table de sa cuisine entre 3h et 4h du matin, quand le reste de la famille est endormi, elle fabrique des formes organiques, des fleurs fantasmagorique, et je la cite, « Parfois je vois quelque chose, une sorte de sentiment profond, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui me reste à l'esprit et que je couche ensuite sur le papier. » Fin de la citation. Guidée par les musiques de Bach ou de Beethoven, elle déploie des gestes amples et compose au rythme des notes. Je la cite à nouveau, « Je ne pourrais pas créer dans le silence. » Fin de la citation. Elle crée des contes qu'elle narre volontiers aux personnes qui l'entourent et travaille à une métamorphose permanente de ses formes florales, végétales et organiques. L'artiste parlait de tendresse, de joie, de calme, de fantastique, de douceur, de féerie, de merveilleux et avant tout d'amour pour définir à la fois son imaginaire et sa pratique artistique. Donc situé... Pardon, je vais un peu vite. Donc voilà l'espace qui était dédié à son travail.
avec une couleur mauve qui, j'imagine, vous le savez tous et toutes. Le mauve, c'est la couleur donc, des féministes, puisque ce n'est ni du rose ni du bleu. Donc, c'est une couleur non binaire. L'espace situé au rez-de-jardin était dédié aux œuvres et aux rituels de Pistil Paeonia, donc qui est né en 1979. Je vous parlais tout à l'heure de sa pratique artistique et spirituelle. À la coup, elle a réactivé un nouveau rituel initiatique et elle a présenté des œuvres en vitrail qui étaient accrochées en mur ou en suspension dans l'espace. Et ces œuvres en vitrail apparaissaient comme des talismans ou des objets protecteurs. Pistil donc s'est rendue 2 fois à la Coue et elle a collaboré avec des personnes du village de la Coue, qui est un tout petit village où il y a 30 personnes. Et sur les 30 personnes, il y en a au moins une dizaine qui sont spécialistes des plantes rudérales et médicinales. Donc en fait, ils ont travaillé ensemble à ce rituel dans le centre d'art. Donc voici une vue de l'exposition. Et donc dans le même espace a été présentée enfin une vidéo de Susanowski, qui a filmé Starhawk, donc la sorcière californienne, qui déclamait un chant pendant un rituel sorcière. Donc, dans l'exposition, on entendait tout le temps la voix de Starhawk qui chantait et qui tapait dans son tambourin pour rythmer ce rituel, comme vous pouvez le voir à cette image. Donc, comme je le disais précédemment, je suis en montage en ce moment de l'exposition Mutual Corps, donc qui ouvrira ses portes vendredi prochain, donc le 26 novembre, à l'Artothèque à Saint-Denis. Mutual Corps, donc le titre de l'exposition trouve son origine dans le titre d'une chanson, une fois de plus, de Björk, qui véhicule dans ses chansons et dans son univers les courants de pensée écoféministes et qui, depuis ma préadolescence, infuse également dans mon imaginaire et ma pensée. Donc un corps mutuel, un corps commun, celui de l'île, envisagé par les artistes comme un écosystème auquel ils et elles appartiennent en conscience. Parce qu'ils vivent dans l'épaisseur du temps et de l'espace, les artistes manifestent une présence consciente dans la matière du monde, et plus particulièrement dans la matière de l'île. Ils agissent dans leur lieu pour en prendre soin en vue d'une guérison, pour en manifester les métamorphoses, les disparitions, la pluralité, la dimension spirituelle, cosmique, poétique et toujours politique. Yale participe d'une pensée écologique qui, selon les mots de Timothy Morton, et je le cite, qui a à voir avec l'amour, la perte, le désespoir et la compassion, avec la dépression et la psychose, avec le capitalisme et ce qui pourrait exister après le capitalisme, avec l'étonnement, l'ouverture d'esprit et l'émerveillement, le doute, la confusion et le scepticisme, les concepts d'espace et de temps, le ravissement, la beauté, la laideur, le dégoût, l'ironie et la douleur, la conscience et la perception, l'idéologie et la critique, la lecture et l'écriture, la race, la classe et le genre, la sexualité, l'idée du moi et les étranges paradoxes de la subjectivité. Elle a à voir avec la société, elle a à voir avec la coexistence. Donc la pensée écologique, et je continue de citer Timothy Morton, est un vaste maillage d'interconnexion qui s'étend sans bord ni centre défini. C'est une intimité radicale, une coexistence avec d'autres êtres, les êtres sensibles et les autres. Comment pouvons-nous faire clairement la différence? La pensée écologique parle de convivialité et d'étrangeté, d'infini et de proximité, de présence excitante et de l'ouverture qui met les cerveaux en ébullition et nous laisse sans voix. Je pense que c'est un bon teaser pour l'exposition la semaine prochaine, si vous ne venez pas. Je ne comprends pas. Les œuvres réunies donc à l'Artothèque de Saint-Denis invitent à une décolonisation de nos relations avec le vivant et plus particulièrement avec le concept de nature lorsqu'il est encore opposé à celui de culture. Mutual Corps propose un déploiement, celui d'une pensée collective située. Une pensée issue d'un territoire singulier, la Réunion, celui d'une île, un caillou qui trône dans l'océan Indien. Pour en comprendre la densité, il est nécessaire d'embrasser un ensemble de réalités géographiques, topographiques, historiques, linguistiques, géologiques, culinaires, biologiques, spirituelles ou encore botaniques. Là, je vais citer Françoise Vergès. Toute l'histoire de la société réunionnaise est une histoire Toute l'histoire de la société réunionnaise est une histoire d'interdépendance.
du sentiment qu'il faut partager malgré les tensions, les inégalités, les différences, cette petite terre et y vivre ensemble. Il a fallu toujours compter avec la nature, un volcan actif, des cyclones, la puissance des éléments, les vents, le déferlement des eaux dans les ravines et un océan qui nous ramène, l'être humain, à sa mesure. Pourtant, les hommes ne cessent de vouloir discipliner la nature. » Fin de la citation. Mutual Corps invite à une exploration d'une communauté symbiotique située, mise en œuvre par des artistes réunionnais, réunionnaises. Leurs œuvres ne se résument pas à une esthétisation de la flore et de la faune, ni même à des observations ou restitutions de paysages. Les artistes réunis pour l'exposition ne s'envisagent pas isolés de la nature, du vivant. Loin d'une pensée naturaliste, elles ne sont pas extérieures et ou supérieures au territoire qu'elles habitent. Les artistes existent avec la conscience d'appartenir à un tout, passé et présent, visible et invisible. Elles forment un noyau mutuel, un corps commun, qui se fabrique et se transforme dans le temps et dans les entrelacements de pensée, de mémoire, de territoire et d'engagement. Il est donc ici question d'écosystème, d'écologie plurielle ou encore d'alliances plurispécistes, d'un vivant pluriel et complexe. Alors, les artistes pensent à partir du dedans, en parenté avec les sols, l'océan, le ciel, la forêt, le volcan, les ravines, la pluie, les oiseaux, les cirques, les reptiles, les champignons, les fleurs, le vent, les insectes, les pierres, les mousses, les rivières, les cyclones, les coraux, les chiens, le sable, et les humains et les humaines. Ça me fait tellement plaisir de dire tous ces mots. Les artistes participent chacun et chacune à sa manière à la déconstruction d'un système hégémonique, économique, géographique, sexuel, genré et racial. Elles s'inscrivent dans une pensée du défaire, de l'universalisme, du colonialisme, de la propriété, de l'individualisme, du patriarcat, de la haine, de la violence, de la destruction, de l'exploitation, du profit, de la croissance, du pouvoir, de la domination, etc. etc. Ça, c'est des mots qui font moins plaisir à énoncer. Au champ lexical des dominants et des dominantes, elles vont préférer adopter d'autres notions et des positionnements tels que l'incertitude, la relation, la fragilité, la solidarité, la sororité, la parenté, le soin, l'empathie, l'invisibilité, l'hospitalité, le doute, le sensible, l'alliance, l'humilité, l'échange, la discussion, la résistance et la résilience. Quoique j'emploie beaucoup moins le mot résilience depuis qu'il est devenu le mot préféré de notre cher président de la République. Par le soin et la compréhension du vivant, les artistes s'inscrivent dans une pensée de la réparation de ceux qui, elles, sont privés, à savoir de leur histoire et de leur mémoire. Donc, j'ai choisi d'inviter 17 artistes réunionnais et réunionnaises pour ce projet. Et par manque de temps, évidemment, je ne pourrai pas vous présenter toutes leurs œuvres, mais je compte sur vous pour aller les voir à l'Artothèque, puisque l'exposition se déploiera jusqu'en mars 2022. Mars 2022. Donc, rien ne remplace l'expérience réelle et visuelle et physique des œuvres dans un espace. Ça, c'est pour les étudiants et les étudiantes, évidemment. Je vais commencer donc par vous parler des œuvres de Catherine Boyer. Pardon pour la citation du collectif. Donc, Catherine Boyer, l'artiste explore un territoire organique où les végétaux et des fragments de corps humains, notamment de son propre corps, s'enlacent d'une manière à la fois sensuelle, érotique et poétique. Selon un principe d'hybridation, elle réalise des sculptures, des installations et des dessins où les détails fourmillent. Feuillage, lianes, fluides, cheveux, excroissance, cavités, piquants, veines, pustules, tressages, gouttes ou encore des fleurs. L'artiste s'inspire à la fois de son expérience personnelle, de son corps, mais aussi du monde vivant dans lequel elle vit et travaille. En ce sens, la flore réunionnaise constitue une source intarissable pour son imaginaire, puisqu'elle étudie aussi bien les fleurs, les arbres, les coquillages, les pierres ou encore les herbes. Elle y recherche des aspérités et des particularismes qui peuvent entrer en écho avec son propre corps. À l'occasion de Mutual Corps, Catherine Boyer présente 4 nouveaux dessins, donc vous avez un exemple ici, réalisés sur des papiers canson teintés. Les détails y fourmillent, la précision du trait est impressionnante. L'artiste évolue dans sa plongée dans le vivant pour en restituer les étincelles, la magie et la densité. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du travail de Sanjian Paleacci, qui, à l'occasion de l'exposition Mutual Corps, il s'est passé quelque chose entre le moment où j'ai écrit le texte de ma conférence
et maintenant. Le projet a complètement changé. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous parlais de la série de photographies Véli où Sanji a photographié Emma à La Réunion et Eric, donc Doulette, Emma Diorio à La Réunion, Eric Doulette à Bourges. Et en fait, comme c'est des œuvres qui n'ont pas été présentées encore à La Réunion, on a choisi de présenter donc la photographie qui présente Emma à Bassalon. Donc, quand vous entrerez dans l'exposition, vous découvrirez la photo donc, qui est en haut. Et ce n'était pas le projet initial, donc je ne vais pas vous parler du projet initial puisqu'il aura lieu plus tard, on l'espère. Mais en tout cas, le projet initial de Sanji devait parler de la question de la canne à La Réunion, sujet hautement brûlant ici. Et donc, la canne, on retrouve ce sujet dans le travail donc, de Kako et de Stéphane Quinclet, qui ont eu la gentillesse de se joindre à nous. Donc, qui depuis 3 ans s'attachent à cultiver des légumes, des brèdes, mais aussi à planter des arbres endémiques réunionnais, donc endémiques, avec l'idée de repeupler le terrain qu'ils cultivent dans les Hauts de Montvert, à Cours-Madame-Henri, pour en faire donc une forêt primitive, mais pour questionner la question de l'insuffisance quant à l'autonomie alimentaire à La Réunion. Donc, c'est tout près du pic Montvert que les deux artistes, peintres respectivement, comme ça se voit sur l'image, ont décidé de travailler ensemble au défrichage d'un terrain agricole appartenant à la famille de Kako. Au milieu d'un océan de cannes, les deux artistes cultivent une utopie. À l'image d'une ZAD, donc une zone à défendre, ils font de la résistance pour enrichir le sol, amener une polyculture, planter des arbres et cultiver une prise de conscience vis-à-vis d'une monoculture mortifère. Kako et Stéphane Quinclet ont aussi imaginé un jardin potager dans le jardin de l'Artothèque à Saint-Denis, qui n'a plus rien à voir avec l'image que vous voyez maintenant. Donc, l'œuvre est intitulée Tizardin. Et donc, elle est travaillée par les artistes pendant toute la durée de l'exposition jusqu'en mars 2022. Les visiteurs et les visiteuses de l'exposition sont invités à cueillir les légumes et les brèdes qui seront à maturité lors de leur visite. Tizardin est à la fois un geste généreux, un geste symbolique et un geste politique, puisqu'il nous interpelle sur les urgences alimentaires. Les artistes s'interrogent sur la nécessité de faire pousser du gazon vert, largement arrosé, plutôt que de planter des arbres fruitiers et des légumes. À Piton-Saint-Leu, donc au FRAC Réunion, dans le jardin du FRAC Réunion, Tatiana Pachama réalise, dans un même temps, une résidence dans le jardin donc, de la maison Bédier, pour penser et réaliser une œuvre pérenne, un jardin à l'intérieur du jardin. Inspirée par les écrits d'Hubert Reeves ou de Gilles Clément, l'artiste fait du jardinage une pratique artistique. Elle consacre dans son atelier un espace important au jardin pour penser davantage à la cohabitation avec les espèces. Dans ce lieu végétal, Tatiana Pachama collabore avec celles et ceux qu'elle appelle les ouvriers et les ouvrières de l'ombre, les insectes, les arbres, les oiseaux, les margouillas, le vent, la pluie, la chaleur. Elle réalise des sculptures à partir de feuillages, pratique des techniques de couture sur le papier, pense à une dématérialisation complète de l'œuvre par la création sonore, ça c'est des projets futurs. Elle souhaite revenir vers des techniques ancestrales en travaillant le fil, la terre ou le pigment. Et je la cite, « Je me demande à quoi ressembleraient nos jardins sans escargots ou encore ce que serait le monde si le silence venait à remplacer le chant des oiseaux. » Fin de la citation. Et je précise que les oiseaux seront aussi largement présents dans une sélection d'œuvres dans l'exposition Mutual Corps, puisqu'elle va présenter 5 dessins collages qui vont réunir à la fois donc, la technique du dessin sur papier et du collage d'éléments végétaux qui participent donc de la représentation des oiseaux. De par ses questionnements, ses inquiétudes et ses engagements, Tatiana Pachama adopte aujourd'hui donc une pensée et une pratique écoféministe. Seront présentées, donc là c'est des vues de l'atelier de Tatiana, donc à Saint-André. Ça, c'est un croquis du jardin donc elle va réaliser au FRAC, dans le jardin du FRAC Réunion, qui est pensé comme un central park pour les oiseaux et les insectes et les lézards ou les reptiles, on peut d'une manière plus générale. L'idée, c'est de penser à un espace où en fait, elle va leur amener un point d'eau, elle va créer des sculptures qui vont être habitées par les petits êtres du jardin de la maison Bédier, mais c'est vraiment un espace de loisir qui est pensé, c'est très anthropocentré,
Mais l'idée, c'est de laisser les choses se faire sur un temps long et que finalement, le vivant s'accapare ce jardin qui va être donc pensé qui est en train de se faire par Tatiana. Donc, voici un exemple de dessin collage qui est présenté dans l'exposition à Saint-Denis. Et donc, il y a aussi le travail d'Emma Diorio qui est présenté dans l'exposition. Donc, à l'occasion de cette nouvelle exposition, Emma va présenter donc, des œuvres sur papier. Elle va présenter les œuvres qu'on a présentées à Bourges au Transpalette pour Even the Rocks Reach Out to Kiss You. Donc, par exemple, il n'y aura pas cette peinture, mais j'avais très envie de vous la montrer parce que je l'aime beaucoup. Donc, des peintures sur papier où les corps des femmes créoles sont donc en symbiose avec les éléments du vivant réunionnais. Donc, à Saint-Denis, à l'Artothèque, il y aura la terre, l'océan et la cascade. Enfin, je voulais vous parler du travail d'Esther Waro, que vous connaissez bien, donc, qui présente une photographie issue de la série Inkscape, ainsi qu'une vidéo intitulée Symphonia Belova. Donc, Belova signifie en malgache riche patrimoine ou héritage important. L'œuvre vidéo et sonore est une ode musicale à l'apparition du règne végétal. La vidéo présente à la fois des plantes cultivées en laboratoire et des plantes en pot issues du jardin de l'artiste. Les plantes réagissent d'une manière fictive au son de la symphonie numéro 9 composée par Antonin Dvorak, qui est donc une symphonie qui a été écrite en 1893, la symphonie dite du Nouveau Monde. Dans la continuité de ces recherches qui entremêlent pratique musicale, chant, narration spéculative et relations au vivant, Esther Waro réalisera aussi une performance inédite le soir du vernissage, un récital pour chiens, oiseaux et plantes, un récital composé de 7 chants dédiés par exemple aux arbres, au vent, à Saba, espace compagne de l'artiste, au nénuphar ou encore à l'espace, au cosmos. Par ses œuvres, Esther Waro réclame un besoin de communion par le chant, la présence, l'attention, le soin, la contemplation. Elle développe une dimension spirituelle avec le vivant, passé, présent, futur, visible et invisible. Des pleurs à la résistance, en passant par la mélancolie et l'extase, l'artiste tend à une communion émotionnelle et physique avec les êtres. Le pouvoir du dedans dont parle Starhawk prend différentes formes dans l'œuvre d'Esther Waro: une constellation, une grotte, le cosmos, le ciel, l'océan, le volcan, la montagne, la forêt. L'artiste assemble les éléments, les sens, les vertiges et les éblouissements pour nous donner à voir et à ressentir ce mystérieux pouvoir du dedans. Nous rencontrons ainsi le cycle du cercle, la lumière, l'obscurité, le rythme, la voix, l'énergie, le visible, l'invisible, l'absence, la révélation, le fantôme ou encore le secret. Des paysages fictifs, Esther Waro fait apparaître des êtres magiques, des fantômes, des présences mystiques. Ces corps étranges, acteurs d'un secret de l'obscur, invitent à la lenteur et à la contemplation et à l'éveil. Et donc, je voudrais terminer cette conférence en citant un extrait de l'ouvrage Réanimer la nature, écrit par Val Plumwood, donc qui est né en 1939 et qui est décédé en 2008, qui était philosophe et militante écoféministe en Australie. Elle écrit à propos de la nature humano-centrée qui a construit une hyper-séparation entre les humains, les humaines et la nature. Elle écrit, donc je la cite, « Nous devons reconnaître le déni de notre incarnation, de notre animalité, de notre inclusion dans l'ordre naturel, comme allant de pair avec la démarche qui pousse à prendre nos distances par rapport à cet ordre et à le dévaloriser. La culture humano-centrée nous empêche de nous percevoir comme partie intégrante d'écosystèmes et de comprendre que la nature rend notre vie possible. Les illusions qui en découlent, nous serions écologiquement invulnérables, au-delà de toute animalité et hors de la nature, nous rendent incapables de comprendre notre identité écologique et notre dépendance envers la nature. Cette incapacité est la source de bien des catastrophes environnementales, tant humaines que non humaines. L'incapacité ou le refus de reconnaître la contribution des non-humains à notre existence nous encourage à les priver de ressources. Certains aspects du problème relèvent de l'équité, parce que nous refusons d'accorder aux autres espèces leur part de la terre. D'autres relèvent de l'éthique, parce que nous ne leur accordons pas le soin, la considération et l'attention qu'elles méritent. Cela signifie que nos profondes défaillances éthiques, humano-centrées, et nos superficielles défaillances
prudentielles sont étroitement et interactivement liées. Je vous remercie. Je m'excuse d'avoir parlé aussi vite et peut-être que c'est le moment de vous dire que j'aime pas vraiment faire des conférences. Mais il y a une raison. C'est qu'en fait, cette position d'être face à vous en tant que sachante, je suis censée être la sachante, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise. J'aurais préféré être parmi vous ou qu'on soit en cercle. J'aurais pu le demander d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de hiérarchique qui se joue là entre nous qui me met profondément mal à l'aise. Et ça explique la lecture. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, Béatrice, mais on peut en débattre. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc, voilà, ça explique pourquoi je lis, pourquoi je peux bafouiller, etc. Mais après, j'adore transmettre des choses et discuter avec les gens. Donc, c'est la partie que je préfère, c'est quand on discute et j'espère que vous avez des questions. Donc, j'ai un micro et c'est important qu'on l'ait parce qu'il y a des gens qui sont dans le Zoom et qui ne vous entendront pas. J'avais juste envie de dire que cette situation hiérarchique de sachant ou de sachante, on l'entend beaucoup ces derniers temps de la part des étudiants, non pas de ceux de cette année, mais en tout cas, ça leur pose problème. En même temps, moi, j'ai envie de dire que on apprend de tout le monde et je pense que jusqu'à notre mort, on va apprendre. Et j'aime bien, moi, c'est un travail personnel d'abolir en fait ce sentiment de hiérarchie. Parce que ce sont des sentiments C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai un gros travail à faire sur moi-même. Hein. Et en même temps, je trouve très bien cette relation comme ça, qui n'est pas forcément hiérarchique, mais tu disais que tu aimais transmettre. Et je crois que c'est important parce qu'en fait, ça devient une denrée rare d'aimer transmettre. Voilà, j'avais juste envie de faire ça. Merci beaucoup, Julie, pour cette fascinante intervention. J'ai plusieurs petites questions, mais la première, c'est tu as qualifié l'écoféminisme au début avec plusieurs qualificatifs et tu as utilisé le terme paradoxal. Je me demandais si tu pouvais développer. C'est par rapport à cette question que dans ce courant de pensée au pluriel, il y a les féministes matérialistes et les féministes essentialistes. C'est la guerre depuis les années 60 entre ces courants de pensée. Et finalement, c'est ce qui est très étrange avec l'écoféminisme, c'est que les féministes matérialistes et essentialistes se retrouvent ensemble. Et parce qu'il y a l'écologie, parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui cimente en fait leur lutte, qui sont respectives. Évidemment, elles n'ont pas du tout la même compréhension et la même perception des questions, des mêmes questions, mais c'est très bizarre que tout d'un coup, et c'est pour ça que l'écoféminisme, c'est pas super bien compris en France. Ça existe depuis la fin des années 60. On a une figure en France hyper importante qui est la personne qui a inventé le mot écoféministe, qui s'appelle Françoise Daubonne. Mais c'est une figure qu'on redécouvre là depuis 4-5 ans, en fait, enfin, ou peut-être un petit peu plus, mais c'est un mouvement qui est c'est très difficile à déterminer, en fait, parce que selon comment tu situes ta parole, tu vois, moi je dis, je suis une féministe intersectionnelle, matérialiste, marxiste, etc. Et en même temps, je vais te parler de déesses, de rituels, etc. Donc, pour moi, au début, c'était un peu bizarre, tu vois. Mais en même temps, bon, ça fonctionne. Au final, on arrive quand même à réfléchir ensemble. Et il y a moins de guerre sur les questions théoriques, en tout cas sur le plan écoféministe, que sur le plan strictement féministe. Donc, c'était pour ça le mot paradoxal. D'accord, très bien. Et, ouais, donc l'écologie comme ciment, comme tu disais, c'est intéressant. Je peux simplement poser la deuxième. Parce que vu qu'on parle de paradoxe, parler de religion, de rituel, de sorcière, est-ce que tu penses que l'écoféminisme est essentiellement païen? Est-ce que peut-être autre chose que païen? Il n'y a peut-être pas de réponse à ça, mais genre, toute cette réflexion sur le passé, le rapport à l'autre, qui est pour moi, je pense, lié à quand même une pensée qui est classique dans la pensée romaine. Est-ce qu'on peut les Romains qui ont quand même dévasté tout le druidisme, donc
éventuellement propager la pensée qui est devenue la pensée chrétienne. Et est-ce que du coup, est-ce qu'on peut distinguer donc, l'écoféminisme du paganisme? Ou est-ce qu'on peut imaginer, de manière paradoxale, qu'on peut Mais en lier fait, cet écoféminisme à la pensée judéo-chrétienne? c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment une question de personne. C'est que, tu vois, par exemple, moi, je suis athée. J'aurais pu le préciser au départ. Dans cette longue liste de mots qui me définit. Et en fait, les questions religieuses, là, si on parle de monothéisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Et par contre, les questions spirituelles, que je fais vraiment une différence entre les deux, je peux avoir une spiritualité qui m'est propre et c'est un truc très intime. Et en fait, c'est là qu'il y a quelque chose d'assez ténu qui se passe dans l'écoféminisme, c'est qu'on parle de spiritualité et non pas de religion. Et par exemple, je ne connais pas, mais il y en a sûrement, hein, par exemple, d'écoféministes musulmanes ou d'écoféministes catholiques ou juifs ou autres monothéismes. Il y en a sûrement, c'est même sûr, parce que tout existe. Mais je t'avoue que pour le moment, je n'ai pas eu accès finalement à ces pensées-là ou à des artistes qui travaillent ce segment-là. Et c'est vrai que quand la question spirituelle est posée, c'est toujours païen, néo-païen. Vous avez vu, je suis vachement plus à l'aise quand je ne fais pas de conférence. J'adore. Bon, je ne sais pas trop comment je vais formuler la question, parce que j'ai beaucoup de choses qui ont fait écho dans tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Et je me demandais s'il y avait des manifestes écoféministes et comment vous, en tant qu'activiste et artiste, vous vous positionnez par rapport à la question des moyens un petit peu violents pour faire changer les choses. Parce que dans ce mouvement-là, on se retrouve quand même sur des questions de rites, sur le potager. Moi, j'avais lu pas mal de livres qui apprenaient à reprendre possession de son corps, etc. Mais là, on parle quand même d'un mouvement qui parfois va jusqu'à renverser un pouvoir, détruire une société patriarcapitaliste. Si Voilà. seulement ça pouvait exister, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si ça pouvait exister, ça n'existe pas. D'accord. Donc, il n'y a pas de manifeste. Si, il y a des manifestes écrits écoféministes, pour répondre à votre question. Il y a beaucoup de textes et de vidéos, par exemple, avec des manifestes qui sont prononcés, mais le mouvement écoféministe est profondément non violent. C'est la base, en fait, de l'écoféminisme, c'est la non-violence, en fait. Et par exemple, quand je parlais des zadistes, les zadistes sont profondément non violents. C'est la police qui est violente, c'est pas les zadistes. Mais alors, du coup, je me pose la question de comment, donc, ça serait seulement par quelque chose de non violent qu'on arriverait à une fin de cohérence entre l'écologie et le féminisme. Ben ça, C'est c'est ça. l'utopie. Oui. C'est de se dire que dans un temps long, si chacun et chacune fait sa part, la fameuse part du colibri, envers et pour le vivant, l'idée, c'est de transformer les choses, oui. Mais c'est une transformation qu'on ne verra pas, nous, de notre vivant. Comme pour les questions féministes, d'ailleurs. D'un autre côté, j'ai l'impression que ça traite quand même des problèmes très violents quand on parle de sexisme, de problèmes raciaux, homophobes, etc. C'est des problèmes violents et du coup, je me pose la question de comment concrètement on peut travailler là-dessus. Je ne sais pas, je pense que c'est l'objet, en tout cas, de ma vie. C'est d'en parler le plus possible. Alors moi, je ne suis pas artiste, hein, tout à l'heure, vous disiez. Donc, l'idée, c'est d'écrire, de faire des expositions, etc. Mais ça, je peux parler que pour moi. Et de manifester, etc. Ici, sur les questions de genre, les questions de race, de classe, il se passe quand même beaucoup de choses à La Réunion. Et ça se passe dans la non-violence. Et c'est petit à petit, en fait, que les choses changent. Regarde, je me permets de te tutoyer. Excusez-moi, je tutoie tout le monde. Mais ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, c'était pas spécialement un mouvement violent, c'est parler, en fait. C'est juste témoigner, parler, etc. Et regarde ce que ça a quand même provoqué en termes de lente, je parle toujours de lente transformation, mais quand même, il se passe des choses. Et donc, depuis les années 60, avec des mouvements féministes, mais en fait, excuse-moi, mais je trouve que ta question est un peu naïve parce que
évidemment que si le féminisme ou l'écologie existe, c'est parce qu'on vit dans un monde ultra violent depuis toujours, en fait. Enfin, depuis les siècles dont je parlais, avec la création du capitalisme, l'esclavage, etc., notre société et toutes nos sociétés reposent sur de l'extrême violence. Donc, si on est là à parler de lutte intersectionnelle, c'est parce qu'en fait, on est entouré en permanence de violence, de haine. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de dire un truc complètement banal là devant toi, mais et si je suis en train de parler de ces questions aujourd'hui devant toi et devant vous, si je fais cette expo à Saint-Denis, c'est parce que ces questions sont éminemment violentes, en fait. Et c'est, en tout cas, je pense, de notre responsabilité, quand je vais parler pour moi, de ma responsabilité, que de réagir à cette violence qu'on vit tous et toutes au quotidien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Ok. Je me permets d'intervenir. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Augustin Berg. Je pense sur les fondamentaux de comment on est arrivé à cet acosmie, ce concept de comment l'humanité s'est mise hors du cosmos et a dominer les choses. Je pense que c'est intéressant de le citer, ne serait-ce que pour nos étudiants, Ouais. parce que je pense que c'est une source de compréhension. On avait eu la chance de l'avoir il y a quelques mois en intervenant lors d'un séminaire ici. Et la vidéo est visible, hein, je le dis aux étudiants. Bon, c'était sur paysage, art et paysage. Et puis j'ai pensé à la salpêtrière aussi, à propos des sorcières contemporaines. Il n'y a pas si longtemps que ça, on les mettait à la salpêtrière parce que j'aimais un petit peu les choses. Et je pense que pour un petit peu dans le prolongement de ta réponse, c'est pas loin de nous et c'est même autour de nous encore. Là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il faut faire très attention à ne pas devenir des monstres quand on chasse des monstres. Là, je rejoins cette réflexion-là et d'être dans cette prudence-là. Et puis, je suis contente d'avoir des nouvelles de Suzanne Husky, avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, puisque je l'avais embauchée en vacances. Tu lui passeras le bonjour. Peut-être qu'elle nous écoute. Ou je lui passerai le bonjour, mais j'ai plus ses coordonnées. Quelqu'un veut intervenir? Non. Les étudiants, là. Est-ce que ça vous a intéressé? Bon. À suivre lors de l'expo, donc on communiquera. C'est votre dernier mot. Bien, Julie, on te remercie. C'est moi qui vous remercie. Vivement pour cette passionnante intervention, et donc à poursuivre. Merci à vous tous.